As you've heard, drug kingpin Ishmael Zambada Garcia, also known as El Mayo, has confessed to a lifetime of crime in service to the Sinaloa cartel, the largest drug trafficking organization in the world. For decades, the Sinaloa cartel, under El Mayo's leadership, made billions of dollars. This is an historic day. El Mayo operated with impunity at the highest levels of the Mexican drug trafficking world, including leading a sprawling criminal enterprise that distributed more than 1.5 million kilograms of cocaine in addition to other drugs. His partner was El Chapo. They were co-founders of the Sinaloa cartel. He controlled corrupt officials and officers who protected his workers and his drug shipments. They used military-grade weapons and directed hitmen to kill their adversaries. They committed gruesome assassinations, kidnappings, and horrible crimes to maintain discipline within their own organization. Durant l'été 2024, une nouvelle guerre éclate après la capture d'El Mayo, entraînant la fragmentation du cartel suite à une trahison majeure. Cette fois, ce sont les héritiers d'El Mayo qui s'opposent à ceux d'El Chapo, mobilisant leurs réseaux et alliances respectives dans le conflit. Deux factions rivales émergent, surnommées Maïsa et Chapisa, ou plus simplement, les Mayos contre les Chapitos. À partir de ce moment, Sinaloa et surtout sa capitale, Culiacán, une ville d'environ 1 million d'habitants, devient une véritable zone de guerre. Ce conflit coûte la vie à près de 2000 personnes en moins d'un an, tandis que plus de 5 personnes sont kidnappées chaque jour. L'armée mexicaine déploie des renforts venus de tout le pays pour tenter de reprendre le contrôle de Culiacán et des autres villes touchées par les combats. Depuis le début de cette offensive, la ville est devenue une zone de non-droit, où personne n'ose sortir le soir, de peur d'être pris pour cible, créant de facto un couvre-feu. Même avec la présence des autorités sur place, rien ne semble pouvoir freiner la violence. Porque la guerra siempre fue entre chapos y mayos. Fue entre gente con gente nomás, no con los familiares. Ustedes nos levantan un primo, un hermano, cualquier familiar de un trabajador aquí en la Mayiza, y le vamos a levantar 20. Les deux factions ne manquent pas de recrues prêtes à rejoindre leur rang. L'enjeu financier est trop important et le conflit a déjà franchi un point de non-retour. We were sometimes told we were chasing shadows. Legends of men who believed they were untouchable. One of those men was El Mayo. El Mayo will spend the rest of his life behind bars. He will die in a U.S. federal prison where he belongs. Après avoir bâti son empire pendant plus de 4 décennies, El Mayo est devenu incontestablement le parrain du Mexique, opérant dans l'ombre. Avec une fortune estimée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, il a déjà été confronté à ce type de violence, similaire à celle qui ravage désormais Sinaloa. Par l'intermédiaire de son avocat, il envoie un message appelant au cessez-le-feu. Rien ne s'obtient par l'effusion de sang, cela ne fait qu'approfondir les blessures et prolonger la souffrance. Malgré cet appel au calme, les paroles d'El Mayo ne suffiront vraisemblablement pas à mettre fin au bain de sang. La situation est déjà hors de contrôle. Pendant que les héritiers des deux dynasties s'affrontent, d'autres cartels saisissent cette opportunité unique. Voyant la faiblesse des factions rivales, ils tentent soit de s'emparer directement des territoires de Sinaloa, soit de former des alliances stratégiques avec l'un des camps. L'enjeu est colossal. Sinaloa représente l'épicentre du narcotrafic mexicain. Cette région stratégique abrite non seulement les principales zones de production, mais aussi les infrastructures cruciales pour la transformation et l'acheminement des stupéfiants vers le marché américain. Qui contrôle Sinaloa contrôle le marché.
Le conflit dépasse désormais les frontières de Sinaloa. Les groupes affiliés aux deux camps se réorganisent à travers tout le Mexique, chacun cherchant à consolider sa position. Sinaloa cartel may think that they're powerful and mighty, but rest assured, we are all up here because we have one goal in mind, and that is the destruction of the Sinaloa cartel. Malgré l'arrestation de ses leaders les plus emblématiques, le cartel de Sinaloa reste le réseau le plus puissant du continent américain. L'organisation que je dirigeais a favorisé la corruption dans mon pays d'origine, en payant la police, les commandants militaires et les politiciens qui nous permettaient d'opérer librement. Cela remonte au tout début, quand j'étais un jeune homme qui débutait. Et ça a continué pendant toutes ces années. Pour comprendre comment El Mayo, El Chapo et leurs associés ont bâti cet empire opérant dans au moins 40 pays en 2025, il faut remonter à ses origines. Sinaloa n'est pas seulement un État mexicain, c'est le berceau des barons les plus puissants du pays. Amado, le redoutable chef du cartel de Juárez, est né à Sinaloa. Benjamin, qui dirigeait le cartel de Tijuana, y est également originaire. Même le célèbre cartel de Guadalajara, malgré son nom, était dirigé presque entièrement par des hommes venus de Sinaloa. Cette région unique, coincée entre l'océan Pacifique et les impressionnantes montagnes de la Sierra Madre occidentale, joue pour le trafic mexicain le même rôle que la Sicile pour la mafia italienne. C'est ici que les futurs caïds font leurs premiers pas. Plus vous vous enfoncez dans ces montagnes, plus vous pénétrez dans un véritable no man's land, une zone grise parfaitement adaptée pour devenir le cœur d'un empire de la drogue. Dans ce territoire oublié, loin des regards, le trafic n'est pas seulement un commerce, c'est un mode de vie. Tout commence avec le pavot. Cette petite fleur, en apparence innocente, cachait un trésor que les Silanoans sont rapidement appris à exploiter. L'opium, qui une fois transformé devient l'héroïne tant convoitée aux États-Unis. Mais ces hommes avaient un talent particulier, s'adapter au désir du marché. Quand la demande pour le cannabis a explosé dans les années 1960 chez leurs voisins américains, ils ont rapidement changé de cap. Des milliers de paysans ont été recrutés pour la culture et les plantations se sont étendues depuis les montagnes de Sinaloa jusqu'au territoire voisin de Chihuahua et Durango. Cette région est devenue si importante qu'elle a gagné un surnom qui fait maintenant partie de la légende, le Triangle d'Or. The Golden Triangle is a difficult-to-access mountainous region straddling the states of Sinaloa, Chihuahua, and Durango in northern Mexico. Le Triangle d'Or n'est pas qu'un simple territoire, c'est une forteresse naturelle qui défie toute autorité. Depuis des décennies, ces montagnes servent de refuge et de base d'opération pour de nombreux narcos mexicains. Isolée des grandes villes, cette région est pratiquement coupée du monde extérieur. L'État mexicain y est presque invisible. Pour comprendre son immensité, imaginez un territoire 2 fois plus grand que les Pays-Bas ou 3 fois le New Jersey, s'étendant sur plus de 60 000 km². Selon un haut fonctionnaire mexicain, même avec une armée considérable, il serait pratiquement impossible de localiser quelqu'un qui se cache dans ces montagnes. Quand on se promène dans ces villages de montagne, la réalité saute aux yeux. Ces communautés vivent dans un abandon total. L'État est absent. Pour y accéder, seuls des 4x4 robustes peuvent grimper pendant des heures sur des chemins de terre défoncés. Dans cet isolement quasi complet, une économie parallèle s'est naturellement développée. Face au vide d'opportunités, que reste-t-il à faire? On survit comme on peut. Pour la majorité des familles vivant sous le seuil de pauvreté, le narco-business n'est pas un choix, c'est leur seule option de survie. Dans l'imaginaire local, les narcos ne sont pas perçus comme des criminels, mais comme des protecteurs, ceux qui créent des emplois là où l'État a échoué. La différence économique est frappante. Quelques semaines de travail pour les patrons de Sinaloa pendant la saison des pluies rapportent autant qu'une année entière d'agriculture traditionnelle. Dans cette économie parallèle, les caïds de Sinaloa proposent quelque chose que personne d'autre n'offre. Ils achètent toutes les récoltes, sans exception. C'est une sécurité que les agriculteurs ne trouvent nulle part ailleurs.
Voilà pourquoi 70% de l'herbe mexicaine pousse dans ces 3 États. Les enfants n'aspirent pas à devenir avocats ou médecins, mais narcos. C'est le seul modèle de réussite qu'ils voient autour d'eux. « 90% des membres des organisations criminelles sont originaires du Sinaloa, le berceau des plus grands trafiquants que le Mexique ait jamais connu. C'est là qu'ils se forment quotidiennement. Un garçon de 15 ou 16 ans au Sinaloa est déjà un tueur. Un homme armé, un homme. C'est pour ça qu'ils exécutent un enfant de 15 ans. Pour eux, c'est un crime contre un homme. C'est la culture. » À cette époque, le business fonctionnait de façon rudimentaire mais efficace. Des paysans cultivaient dans les montagnes, puis des transporteurs faisaient passer la marchandise aux États-Unis. Simple et direct. Les échos des fortunes rapides générées par ce business résonnent dans tout le Mexique, attirant l'attention de criminels ambitieux. Mais parmi tous ces prétendants, un seul allait véritablement révolutionner le milieu. Son nom, Miguel Ángel Félix Gallardo, surnommé El Padrino, le parrain. Au début des années 70, cet ancien policier avait à peine 25 ans quand il commence à s'engager sur la mauvaise voie. Doté d'une intelligence redoutable et d'un sens politique affûté, il ne tardera pas à devenir le premier chef incontesté des narcos mexicains. Pour bien comprendre la suite, il faut savoir qu'à cette époque, le Mexique n'était pas encore structuré en cartels comme on les connaît aujourd'hui. Les groupes étaient plus simples, on les appelait simplement des cliques ou des bandes. Surtout, ils n'avaient pas encore divisé le pays en territoires exclusifs, comme s'ils se partageaient un gâteau. Le plus surprenant dans cette histoire, c'est le pacte secret qui liait ces bandes au gouvernement mexicain. Imaginez un système où chaque gramme de drogue voyageait avec la bénédiction tacite des autorités. Rien, absolument rien, ne traversait la frontière sans leur approbation. Sur le terrain, ce système fonctionnait comme une machine bien huilée. L'armée regardait ailleurs au bon moment, la police escortait discrètement les convois, et tout en haut de cette pyramide de corruption se tenait la Direction fédérale de sécurité, DFS, l'équivalent mexicain de la CIA, qui tirait les ficelles dans l'ombre. Un ancien agent de la DFS révèle le fonctionnement de ce système. Ce n'était pas de la corruption classique, mais un véritable impôt officieux. Les règles étaient simples mais strictes. Les contrebandiers payaient $60 par kilo transporté et en échange, ils recevaient protection et liberté d'action. Cet argent était ensuite redistribué entre les différentes branches de l'État, police, armée, politiciens. Ce système reposait sur un principe fondamental. Toute la drogue devait quitter le Mexique. La consommation locale était interdite. Tout devait partir chez les voisins américains, comme on disait pudiquement. Dans ce monde parallèle, l'État mexicain n'était pas victime des trafiquants, il était leur partenaire silencieux et même leur patron. Les barons qui suivaient les règles prospéraient. Ceux qui refusaient de payer voyaient leurs marchandises saisies et finissaient derrière les barreaux. Cette mécanique parfaitement rodée fonctionnait sans violence excessive, dans un silence quasi absolu. Pendant ce temps, aux États-Unis, les rues se noyaient sous un flot constant de stupes mexicaines. Impossible pour Washington de fermer les yeux plus longtemps. Sous la pression de la DEA, le gouvernement mexicain lance en 1975 une opération connue sous le code Opération Condor. Cette opération, financée et parrainée par les États-Unis, mais exécutée par l'armée mexicaine, visait officiellement à éradiquer les cultures de pavot et de l'herbe qui prospéraient dans le fameux Triangle d'Or. Les États-Unis ont mis beaucoup d'argent dans cette collaboration. Des hélicoptères modernes, des outils pour espionner et des formations spéciales pour les soldats mexicains. Une démonstration de force impressionnante. Mais en coulisses, la réalité était tout autre. Ce déploiement spectaculaire n'était qu'une façade. L'opération Condor a dévasté les plantations, mais n'a pas réussi à neutraliser les caïds. Grâce à la corruption qui gangrénait l'agence fédérale mexicaine, la DFS, les grands barons ont été alertés à l'avance. Comme des oiseaux fuyant avant la tempête, ils ont abandonné leurs terres du Sinaloa pour migrer vers d'autres territoires.
Miguel, déjà surnommé le parrain par tous, a choisi de s'installer à Guadalajara, dans l'état voisin de Jalisco. Ce déménagement forcé, loin d'affaiblir son groupe, allait paradoxalement le renforcer. L'opération censée détruire le business avait simplement déplacé le problème et donné à Miguel l'opportunité de repenser son organisation. Le milieu mexicain n'était pas à son crépuscule, mais à son aube. Ses plus belles années étaient encore à venir. Pendant quelques années, les collines restent difficiles d'accès, mais les affaires reprennent rapidement avec de nouvelles plantations. Miguel, lui, était préoccupé par un problème plus fondamental. Jusqu'alors, la production et distribution de stupéfiants étaient éparpillées entre plusieurs petites bandes locales. Ces chefs opéraient dans différentes régions, parfois ils coopéraient ensemble, parfois ils se battaient pour les territoires. Miguel avait compris quelque chose que personne n'avait vu avant lui. Plutôt que de se battre pour des territoires, pourquoi ne pas s'unir ? Là où d'autres ne voyaient que rivalité, Miguel imagine une fédération dont il serait le PDG. C'est ainsi que naît, à la fin des années 70, une organisation qui va redéfinir l'histoire du Mexique, le cartel de Guadalajara. Cette alliance stratégique a permis au cartel de développer massivement sa production pour le marché américain, le tout avec la complicité de l'agence DFS, qui recevait régulièrement des mallettes remplies de billets verts. Grâce à ses relations politiques et ses connexions stratégiques, Miguel règne au sommet de l'empire qu'il a créé. À ses côtés se tiennent ses fidèles alliés, Ernesto Don Neto et Rafael Rafa Caro Quintero. Contrairement à ce que les médias peuvent laisser croire, le cartel n'était pas dirigé uniquement par ces trois hommes. La structure était bien plus complexe, ressemblant davantage à une confédération qu'à une pyramide hiérarchique classique. Hormis Miguel, indéniablement à la tête, l'organisation fonctionnait comme une alliance de chefs régionaux, chacun contrôlant son territoire et ses hommes. Dans cette structure fluide, on distingue trois niveaux principaux, dont nous allons seulement mentionner les personnages qui marqueront l'histoire à jamais, même si la liste est bien plus longue. Au premier rang se trouvaient les véritables leaders. Miguel, bien sûr, mais aussi Don Neto, Pablo Acosta et El Azul, entre autres. Ces hommes prenaient les grandes décisions et contrôlaient les routes principales. Un niveau en dessous opéraient des hommes de confiance comme Amado et, ironiquement, Rafa, qui, malgré sa notoriété médiatique, n'était pas aussi puissant que ça. Et tout en bas de l'échelle, presque invisible à l'époque, se trouvait Héctor Palma, El Chapo, les frères Beltrán Leiva, avec Arturo à la tête, et les frères Arellano Félix. Ils n'étaient alors que de simples exécutants, cultivateurs ou petits opérateurs. Bien que la quasi-totalité des membres était originaire de l'état du Sinaloa, c'est la ville de Guadalajara qui a donné son nom au cartel. Ce n'était pas un hasard. Cette métropole, loin des zones frontalières trop surveillées, était devenue leur quartier général. C'est ici que se dérouleront plusieurs négociations cruciales, notamment celles concernant l'arrivée de la coke, qui transformera de simples contrebandiers mexicains en multimillionnaires. Il était bien connu qu'à cette époque, les cartels colombiens détenaient un monopole sur toutes les étapes du trafic de ce produit, générant des milliards de dollars. Leur empire couvrait toute la chaîne logistique, de la production à la source, au transport stratégique, puis à la distribution finale dans les rues américaines via leurs partenaires. Les Colombiens disposaient d'un système bien rodé. Ils transportaient leur coke depuis l'Amérique du Sud directement vers la Floride, soit par avion, soit par bateau à travers les Caraïbes. Une fois sur le sol américain, la marchandise était distribuée dans les grandes villes de la côte Est, New York étant le marché principal. Cette route était leur autoroute de la drogue parfaitement huilée. Mais quand ils ont voulu conquérir la côte Ouest, Los Angeles, San Diego et toute la Californie, ils se sont heurtés à un problème de taille. La distance était trop grande, la surveillance trop intense. C'est là qu'est née une alliance qui allait, au fil du temps, mettre hors jeu les Colombiens. Ils ont proposé une alliance aux organisations mexicaines spécialisées dans le trafic d'herbe, particulièrement celle dirigée par Miguel. Les Colombiens avaient besoin d'un partenaire local qui connaissait les passages frontaliers comme sa poche. Le deal était d'une simplicité redoutable. Les Colombiens livraient leurs précieuses cargaisons aux Mexicains, qui se chargeaient ensuite de la partie la plus risquée,
traverser la frontière américaine. Une fois la marchandise en Californie, les hommes des cartels colombiens reprenaient le contrôle pour la distribution finale dans les rues de Los Angeles et San Diego. Le système de paiement était direct. Chaque kilo de poudre blanche qui franchissait la frontière rapportait une commission en espèces aux passeurs mexicains. Au début, ce n'était qu'un filet, quelques cargaisons modestes qui empruntaient cette nouvelle route. Après tout, la côte Est restait le marché principal des Colombiens. En chiffres, à ce moment, seulement 20% de toute la coke vendue aux États-Unis transitait alors par le Mexique. Mais ce petit 20% était déjà assez considérable pour conférer beaucoup plus de puissance aux contrebandiers mexicains. Le pouvoir de la corruption a définitivement augmenté. Le pouvoir des organisations a considérablement grandi. Ils sont devenus beaucoup plus riches, beaucoup plus puissants, avec un contrôle bien plus important. Ce n'était plus 1 ou 2 millions de dollars. C'était 15, 20, 30 ou 40 millions de dollars qu'ils pouvaient gagner sur une seule livraison. Ça leur donne un énorme pouvoir d'achat. Cette puissance s'affichait ouvertement dans les rues de Guadalajara. Les investissements immobiliers explosaient avec l'apparition de luxueux hôtels et de somptueuses villas. Les affaires florissaient de façon spectaculaire, transformant la ville en véritable paradis pour les narcos. Chacun y trouvait sa place, jouissant d'espace et de protection. Cependant, des tensions émergeaient parfois, notamment autour d'Amado. Malgré sa discrétion apparente, personne n'aurait pu prédire que ce jeune homme d'à peine 25 ans deviendrait, une décennie plus tard, le légendaire Seigneur des cieux, surpassant tous ses rivaux et mentors. Sa puissance atteindrait un tel niveau que même Miguel, le grand parrain, paraîtrait amateur en comparaison. À cette époque pourtant, il occupait encore une position subordonnée dans la hiérarchie du cartel. L'histoire d'Amado commence dans les terres désertiques de Sinaloa, sous l'aile protectrice de son oncle, Don Neto. En 1981, comme tant d'autres jeunes Sinaloenses ambitieux, il migre vers Guadalajara pour rejoindre l'organisation florissante de Miguel. Mais le destin avait d'autres plans pour lui. Un petit différend s'installe entre Amado et Rafa, un autre protégé de Don Neto. Au cœur de ce conflit, une jeune femme issue de l'une des familles les plus influentes de Guadalajara. Tandis que Rafa la courtisait ouvertement, la jeune femme manifestait également de l'intérêt pour Amado chaque fois que l'occasion se présentait. Face à cette situation risquée, Don Neto a dû trancher. Ayant toujours eu un faible pour Rafa, il décide de garder ce dernier à ses côtés, à Guadalajara, et d'envoyer son propre neveu Amado à l'autre bout du pays, à la frontière nord dans l'état de Chihuahua, pour travailler sous les ordres de Pablo Acosta. Sans le savoir, comme nous le verrons plus tard, Don Neto a en fait rendu un immense service à Amado par cette décision. Jetons un coup d'œil au nord du Mexique. Imaginez une frontière de plus de 3000 km, serpentant à travers déserts et rivières, percée par plus de 40 points de passage officiels, des portes stratégiques où transitent chaque jour voitures et camions. Pour les cartels, cette frontière n'était pas un obstacle, mais une opportunité. Chaque point de passage représentait une route potentielle vers le marché le plus lucratif du monde, les États-Unis. Les principaux points de passage contrôlés par le cartel de Guadalajara se situaient stratégiquement près des villes frontalières comme Tijuana, Nogales et Juárez. À l'est du pays, les postes clés, tels que Matamoros, demeuraient sous le contrôle exclusif du cartel du Golfe. Le territoire mexicain se divisait alors clairement en deux zones d'influence. La façade pacifique revenait à Guadalajara, tandis que la côte est était dominée par le Golfe. Cette séparation permettait une coexistence relativement pacifique entre les deux entités criminelles. En ce qui concerne Amado, il est envoyé à Ojinara, petite ville frontalière face au Texas, séparée des États-Unis par un simple pont. Bien que moins stratégique que Juárez, ce lieu devient son véritable camp d'entraînement sous la tutelle de Pablo Acosta. Ce dernier prend le jeune homme sous son aile pour lui transmettre tous les secrets du métier, sans se douter que l'élève surpassera bientôt le maître. La véritable force d'Amado réside dans son intelligence sociale.
Pablo, contrebandier de la vieille école, avait bâti son business principalement sur le cannabis. Mais l'ère de la coke changeait la donne. Alors que Pablo entretenait des relations tendues avec les Colombiens, qu'il regardait avec méfiance, Amado démontra un talent naturel pour la diplomatie stratégique. Son intelligence sociale est devenue son atout maître. Là où Pablo voyait des adversaires, Amado a cultivé des partenaires. Sa capacité à établir des relations solides avec les Colombiens a rapidement permis à leur opération de faire transiter des quantités toujours plus importantes de poudre blanche vers le marché américain. Cependant, à Guadalajara, le calme avant la tempête toucha sa fin. L'empire qui semblait intouchable est menacé lorsque la DEA commence à s'intéresser de près aux opérations du cartel. Le point de rupture arrive en novembre 1984, quand une opération spectaculaire est lancée aux abords du mythique Triangle d'Or. Des centaines de soldats mexicains, guidés par les renseignements américains, ont soudainement envahi Buffalo. Un ranch colossal dirigé par Rafa. Ce qu'ils y ont découvert dépassait l'imagination. Des plantations d'herbes à perte de vue s'étendant sur des kilomètres. L'opération Buffalo a frappé, aboutissant à la destruction de 8000 tonnes d'herbe, la plus grande saisie de l'histoire à cette époque, surnommée la saisie du siècle. Imaginez ces champs immenses où des milliers de personnes travaillaient quotidiennement, s'étendant sur l'équivalent de 1000 terrains de football américains, partant en fumée du jour au lendemain. Cette opération n'aurait jamais pu avoir lieu sans le travail méticuleux de Kiki Camarena, agent infiltré de la DEA, qui, avec l'aide d'un pilote, a réussi à photographier l'ensemble du complexe depuis les airs. Ces clichés constituaient une preuve si accablante que même les autorités mexicaines corrompues ne pouvaient ignorer l'ampleur de l'opération. Face à cette perte dévastatrice, Rafa et l'organisation de Guadalajara ne peuvent pas rester sans réagir. En février 1985, ils orchestrent une vengeance brutale. Le pilote qui a survolé El Buffalo et l'agent Kiki Camarena sont enlevés en plein jour, froidement torturés, puis exécutés. Cet événement marque le début de la fin pour le groupe de Guadalajara. Sous l'intense pression américaine, le gouvernement mexicain est contraint d'agir. Une chasse à l'homme internationale est lancée, aboutissant à l'arrestation des principaux responsables. Rafa est capturé au Costa Rica et Don Neto tombe peu après. Les deux hommes sont condamnés à de très lourdes peines d'emprisonnement. L'enquête met en lumière l'ampleur inouïe de la corruption au sein de la DFS, cette même agence de renseignement mexicaine qui protège activement le cartel et prend sa part comme mentionné précédemment. Le scandale atteint une telle proportion que le gouvernement n'a d'autre choix que de dissoudre entièrement l'institution, emportée par la tempête qu'elle a elle-même nourrie. Malgré ce coup dur, l'organisation se réorganise rapidement et maintient ses activités. El Azul, conseiller crucial du groupe, est emprisonné temporairement. Quant à Miguel, bien que recherché par la DEA, il continue de mener ouvertement sa vie flamboyante à Guadalajara, où il tient la ville entière dans sa poche. À Ojinara, ville frontalière mexicaine, Amado contemple sa situation avec un sourire discret. La décision de son oncle Don Neto de l'envoyer loin de Guadalajara quelques années plus tôt s'avère maintenant être une bénédiction déguisée. Tandis que Don Neto et Rafa sombrent dans la tourmente médiatique qui a précipité leur chute, lui est resté dans l'ombre, apprenant patiemment les rouages du business loin des projecteurs. Cependant, Pablo Acosta, ce mentor qui a joué un rôle crucial dans l'ascension d'Amado au sein de l'organisation, va connaître un destin tragique. Vous voyez cet homme sur la photo ? Il s'agit de Calderoni, l'un des commandants les plus puissants de la police fédérale mexicaine. Chargé officiellement de traquer les membres du cartel de Guadalajara, il était en réalité l'un des officiers les plus corrompus du pays. Tel un mercenaire moderne, il n'hésite pas à protéger certains criminels tout en pourchassant d'autres, sa loyauté allant systématiquement au plus offrant. Au début de l'année 1987, Calderoni, avec le soutien des autorités américaines, lance une opération contre Pablo Acosta dans un petit village près d'Ojinara. Fidèle à sa réputation, Pablo refuse de se rendre. L'affrontement qui s'ensuit lui est fatal.
La liquidation de Pablo Acosta fait l'objet de nombreuses spéculations dans le milieu. Certains, dont la journaliste Anabel Hernandez, affirment qu'Amado aurait versé $1 million à Calderoni pour éliminer son mentor. Les rapports de la DEA cités dans le Texas Monthly pointent dans la même direction. D'autres pensent qu'Amado n'avait rien à voir avec l'opération contre Pablo. Selon cette version, il aurait simplement réussi à éviter les autorités et ce ne serait pas la première fois que la chance lui sourirait. Après la disparition de Pablo, Amado consolide rapidement son emprise sur diverses régions de l'État de Chihuahua. Son regard se porte toutefois vers un objectif plus ambitieux au nord, Ciudad Juárez, la ville frontalière la plus stratégique de la région, alors sous le contrôle de Rafael Aguilar Guajardo, un ancien agent de la DFS avec qui il va bientôt partager le territoire. Mais avant cela, Amado franchit une étape décisive dans sa stratégie logistique. Il s'installe temporairement à Torreón pour y établir une véritable compagnie aérienne. Sous le couvert d'une entreprise légale, il constitue une flotte impressionnante d'avions dédiés au transport massif de coke. Cette initiative audacieuse marque véritablement le début de son règne, comme futur seigneur des cieux. Cette initiative arrive à un moment crucial. Jusque-là, les Colombiens privilégiaient la route des Caraïbes pour acheminer leurs marchandises vers la Floride. Le Mexique n'était qu'un passage secondaire, utilisé principalement pour atteindre l'ouest des États-Unis. Mais à la fin des années 1980, tout change. L'armée américaine intensifie sa surveillance des routes caribéennes, multipliant les saisies. Face à ce blocus, les Colombiens n'ont plus le choix. Ils préfèrent passer par le Mexique, que leur destination finale soit à l'est ou à l'ouest. Cette nouvelle dépendance renverse complètement le rapport de force. Les organisations mexicaines, désormais indispensables, imposent leurs conditions. Au lieu d'être simplement payés pour leurs services, ils exigent une part de la marchandise. D'abord 30% de la cargaison, puis jusqu'à 50%. 1 kilo pour les Colombiens, 1 kilo pour les Mexicains. L'impact financier est colossal. Cette dynamique avec les Colombiens transforme radicalement l'écosystème au sein de l'organisation de Miguel. Les lieutenants de second rang, autrefois simples exécutants, développent progressivement leur propre réseau et infrastructures avec l'ambition manifeste de s'émanciper. Parmi ces ambitieux qui aspirent à forger leur propre légende, se distingue particulièrement Joaquín Guzmán Loera, celui qui deviendra plus tard l'infâme El Chapo. Contrairement à Amado, El Chapo est parti de rien. Surnommé le Petit en raison de sa taille modeste, environ 1,65 m, il est issu d'une famille très pauvre. Son parcours contraste fortement avec celui d'Amado, un homme imposant, charismatique et bien bâti, qui bénéficiait dès le départ d'un avenir tracé dans le milieu grâce à ses connexions familiales. El Chapo, quant à lui, n'était à l'origine qu'un simple paysan sans ressources ni relations. Natif d'un ranch dans la municipalité de Badiraguato à Sinaloa, El Chapo est originaire du cœur même du Triangle d'Or, cette région tristement célèbre comme l'épicentre de production de stupes au Mexique. Son destin, comme celui de nombreux enfants de cette région, semblait tracé dès sa naissance. Dans ces montagnes, les garçons sont initiés très jeunes au trafic, souvent dès l'âge de 6 ou 7 ans. Pendant la période scolaire, les parents les retirent régulièrement de l'école pour les emmener travailler dans les plantations pendant des semaines entières. À leur retour en classe, ces enfants accusent un retard considérable. Puis quelques mois plus tard, le cycle recommence. La plupart, comme El Chapo, se retrouvent prisonniers d'un cercle vicieux, répétant les mêmes classes année après année, jusqu'à ce que la frustration l'emporte. Ils finissent par abandonner l'éducation pour se consacrer au seul métier qu'ils connaissent vraiment, la culture de stupes. Accompagnant son père dans les villages voisins pour vendre les récoltes, El Chapo observait comment l'argent était dépensé dans les cantines, alternant alcool et femmes. Fasciné par ses privilèges, bien qu'éphémères, il comprend rapidement que son propre avenir suivra inévitablement le même chemin. Il sera soutenu par ses cousins éloignés, également originaires de Badiraguato.
les frères Beltrán Leiva, dirigés par Arturo, surnommé El Barbas. Gardez-le bien en tête car il restera pendant très longtemps dans cette saga. Grand et élancé, El Barbas arborait une barbe caractéristique et dans ses costumes élégants, aurait pu se fondre parmi les hommes d'affaires respectables. Revenons à El Chapo. Il a commencé tout en bas de l'organisation de Miguel, mais a vite monté en grade grâce à ses idées créatives. Travaillant en étroite collaboration avec Héctor Palma, il étend progressivement son influence au-delà de Sinaloa, notamment dans l'état de Nayarit. C'est dans cette région qu'ils établissent, au milieu des années 80, un important point de réception pour la marchandise colombienne, utilisant des pistes d'atterrissage secrètes pour les avions et des zones côtières isolées pour l'arrivée de petites embarcations. Toute cette infrastructure logistique fonctionne efficacement grâce au réseau de contacts corrompus qu'El Chapo a soigneusement développé au sein de l'armée mexicaine. Ce trio, El Chapo, Héctor et un peu plus tard El Barbas, s'occupait de la logistique opérationnelle et ça se déroulait souvent sous la direction d'Amado, bien plus important hiérarchiquement dans l'organisation. Ces caïds avaient un but très simple, faire passer le produit au nord vers les États-Unis. Chaque chef avait sa propre équipe de personnes fidèles et s'associait avec d'autres quand c'était nécessaire. Prenons un exemple concret. Une cargaison arrive sur la côte de Nayarit. Une première équipe la réceptionne, la stocke et prépare son transport vers le nord. Pour l'acheminer jusqu'à la frontière, ils font appel à d'autres associés, moyennant une commission. À l'arrivée dans une ville frontalière comme Orinaja, Juárez ou Tijuana, un troisième groupe prend le relais. Leur tâche, entreposer la marchandise et la diviser en plus petits lots pour faciliter le passage frontalier. Ce groupe, ayant généralement corrompu les autorités locales, perçoit sa propre commission pour ses services et la protection qu'il garantit. Ensuite, une quatrième équipe assure le transport jusqu'à Los Angeles, où d'autres entrepôts attendent ces petites cargaisons. Cette étape génère également sa part de commission. Dans ce système, rien n'est gratuit. 1 kilogramme de coke vendu aux États-Unis pour $30 000 et acheté pour $2 000 ne rapporte pas $28 000 de bénéfices nets à celui qui s'approvisionne à la source en Colombie. Une part significative de cette marge s'évapore dans la chaîne d'intermédiaires. L'organisation de Miguel visait à coordonner tous ces acteurs pour optimiser l'efficacité de cette chaîne logistique. Pourtant, son pouvoir n'était pas total. Même s'il avait créé un réseau de distribution sans précédent avec les Colombiens, il n'était pas seul à disposer de connexions privilégiées. Les Colombiens, rusés et pragmatiques, avaient tissé un réseau de partenaires multiples au Mexique. Ils ne mettaient pas tous leurs œufs dans le même panier. Les documents confidentiels de la DEA révèlent une réalité surprenante. Pas moins de 62 chefs opéraient simultanément le long de la frontière. Ce n'était pas un empire unifié, mais une mosaïque complexe de petits royaumes criminels qui, selon les circonstances, collaboraient, s'ignoraient ou s'affrontaient. Miguel était certes le plus influent de tous ces barons, mais il devait accepter une vérité amère. Même celui surnommé le chef des chefs ne pouvait monopoliser l'immense gâteau du business mexicain. Concernant El Chapo, son statut dans la hiérarchie était celui d'un opérateur de niveau intermédiaire, si insignifiant qu'il ne figurait même pas dans les rapports de la DEA. Selon les témoignages de son ancien lieutenant surnommé El Gordo, devenu témoin protégé, l'organisation d'El Chapo demeurait relativement modeste en 1987, ne comptant que 25 à 27 personnes sous ses ordres. J'étais pilote, chargé de communiquer avec les trafiquants colombiens, de réceptionner les avions chargés de coke, de la stocker, de l'envoyer aux États-Unis, de garder l'argent et d'effectuer les paiements pour le transport, la distribution et la vente de drogue. Je payais également la presse et les fonctionnaires du gouvernement mexicain. Je travaillais uniquement et exclusivement pour Joaquín Guzmán Loera. El Gordo n'était pas un homme ordinaire. Diplômé et titulaire d'une licence de pilote, il avait néanmoins choisi de mettre ses compétences au service d'El Chapo et de ses pistes d'atterrissage clandestines, séduit par les rémunérations exceptionnelles.
Après plusieurs missions de transport réussies, un incident a failli mettre fin à sa carrière. Lors d'un vol vers Guadalajara, avec El Chapo et son garde du corps, ils ont frôlé la catastrophe en tentant d'atterrir sur une piste trop courte. Échappant de justesse à la mort, le garde du corps a voulu éliminer El Gordo pour cette erreur, mais El Chapo s'est interposé. Au lieu de mettre fin à sa carrière, El Chapo reconnaît son potentiel et le promeut à un poste stratégique à Mexico, véritable épicentre des opérations policières du pays. Dès mars 1987, El Gordo devient responsable des relations stratégiques et de la gestion administrative de l'organisation. Plus tard, il témoignera que Calderoni était l'un de leurs principaux contacts dans la police et qu'ils s'entendaient bien. Lors d'un des procès, le procureur posa à El Gordo la question suivante. As-tu personnellement remis de l'argent à González Calderoni? À quoi El Gordo répond: Beaucoup d'argent. 2 ou 3 fois. Environ 10 millions de dollars. Calderoni n'était pas un policier ordinaire. Contrairement à ses collègues qui acceptaient des pots de vin pour compléter leur maigre salaire, il était déjà riche avant de rejoindre les forces de l'ordre. Sa motivation dépassait le simple gain financier. Il était attiré par les défis et les saisies spectaculaires. Bien que notoirement corrompu, il menait des opérations impressionnantes quand les circonstances l'exigeaient. L'une de ses missions allait bientôt marquer l'histoire du Mexique. Comme nous l'avons expliqué, le groupe d'El Chapo et ses partenaires, comme Héctor Palma et El Barbas, n'étaient que des figures émergentes qui ne recevaient que des miettes, comparées aux fortunes générées par Miguel et Amado, ce dernier devenant un associé respecté de haut niveau. Ce trio consolidait ses opérations principalement à Sinaloa, tandis que d'autres acteurs de même envergure, comme les frères Arellano Félix, dirigés par Benjamin, développaient leurs activités à Tijuana sous la supervision d'autres associés. Les barons de Sinaloa et Tijuana partageaient des intérêts communs, facilitant leur collaboration commerciale. Par exemple, quand le groupe d'El Chapo devait acheminer sa marchandise vers les États-Unis, il empruntait souvent la route de Tijuana, où l'organisation des frères Arellano prenait le relais. Ces différentes factions géraient ensemble les opérations quotidiennes du cartel. Ce système fonctionnait efficacement tant que Miguel maintenait la cohésion de cette structure complexe. Tout bascula en 1989. Miguel, qui semblait intouchable après avoir infiltré les plus hautes sphères politiques du pays, se considérait davantage comme un respectable homme d'affaires que comme le trafiquant numéro 1 du Mexique. Pourtant, il allait devoir céder sa place. Qui pouvait arrêter un homme aussi puissant? C'est Calderoni qui, sur ordre direct du président mexicain, mène l'opération. Contrairement à ce qui s'est passé avec Pablo Acosta, cette fois-ci, la consigne est claire. Miguel doit être capturé vivant. Je pensais prendre ma retraite. C'était au début de 1989. J'avais été dans la police de 83 à 89 et je voulais me retirer. On m'a appelé pour que je m'occupe de l'affaire Miguel Félix Gallardo. Bien sûr, je savais qui il était. Le numéro 1. They asked if I could go catch Felix Gallardo. And I asked, do you really want to catch him? Or do you want to pretend like you're catching him? So they explained, no, President Salinas is very interested in having us catch Felix Gallardo. Why? Why now? Why not 3 years ago? L'année 1989 marque un tournant décisif, comme l'explique Calderoni lui-même. Cette période coïncide avec le processus de certification entre les États-Unis et le Mexique. When Carlos Salinas took over as president in 1988, it was supposed to be different. Elected with his economy in crisis, Salinas needed U.S. help. But first he had to prove to the U.S. Congress that Mexico was cooperating in the drug war, a process called certification. Cette certification représentait un enjeu crucial. Si le Mexique démontrait une coopération pleine et entière dans la guerre contre la drogue, il préservait l'aide internationale américaine. En revanche, un échec aurait signifié la suspension de l'assistance militaire, des avantages commerciaux, des prêts et d'autres bénéfices économiques vitaux pour un pays traversant une grave crise d'endettement.
En d'autres termes, un pays qui non seulement produit de la stup mais devient aussi un point de transit majeur pour les cartels colombiens doit impérativement redorer son image internationale. À l'approche des évaluations de certification, le gouvernement mexicain multipliait les opérations antidrogue médiatisées, souvent considérées par les observateurs comme de simples opérations de façade. Pendant ce temps, Miguel, véritable parrain mexicain et l'un des principaux suspects dans l'affaire Kiki Camarena, circulait librement au Mexique. Cette situation envoyait un message clair aux autorités américaines. Le gouvernement mexicain était soit incompétent, soit complice. If certification occurred, then part of the debt would be forgiven. Mexico wants to have some leverage. With the capture of Felix Gallardo, Mexico will have leverage. En avril 1989, une opération est lancée à Guadalajara. Miguel est interpellé dans une villa par Calderoni et ses hommes sans aucune résistance. Leur relation de longue date rend la scène encore plus frappante. Miguel, surpris, s'adresse à Calderoni avec familiarité. « Qu'est-ce qui se passe, mon ami ?» Calderoni répond froidement qu'il ne le connaît pas. Dans une lettre manuscrite écrite des années plus tard depuis sa cellule, Miguel exprime sa stupéfaction face à cette trahison, rappelant leur rencontre initiale à Guadalajara où Calderoni lui avait promis de ne jamais s'en prendre à lui, ni à sa famille. Face à un ordre présidentiel direct et sous l'intense pression américaine, Calderoni n'avait d'autre choix que d'accomplir sa mission. L'opération elle-même n'avait rien de spectaculaire. Miguel a été pris par surprise alors qu'il se croyait sous protection absolue. Sans s'en rendre compte, l'empire de Miguel est sur le point de s'effondrer. Jesus Blanco Ornelas, journaliste intrépide récompensé pour son combat contre les cartels, rapporte que Miguel organise depuis sa prison une réunion rassemblant les principaux lieutenants de l'organisation pour planifier le partage de son empire. Selon le journaliste, Miguel est un homme doté d'un véritable esprit entrepreneurial, préférant négocier plutôt que d'entrer en conflit. Mais son arrestation est devenue une nécessité politique. Depuis sa cellule, Miguel convoque ses associés à Acapulco, station balnéaire prisée de la côte pacifique. L'objectif de cette rencontre est clair, parvenir à un consensus pacifique, sans rivalité ni conflit, en attribuant un territoire exclusif à chaque lieutenant. Cette division concerne les zones contrôlées par l'organisation de Guadalajara, chaque territoire appelé Plaza, permettant à son détenteur de bénéficier des profits associés et d'imposer une taxe aux trafiquants traversant son domaine. Les plazas ont été répartis stratégiquement principalement près de la frontière américaine où transitait la marchandise. El Chapo a reçu Tecate. Son ami Héctor a obtenu San Luis Rio, Colorado. Tandis que Juárez a été confié à Rafael Aguilar Guajardo, déjà collaborateur d'Amado. Concernant Tijuana, la plaza la plus rentable du réseau, grâce à sa position stratégique à la frontière californienne, elle a été attribuée à El Chuy, qui en a ensuite confié la gestion opérationnelle au frère Arellano Félix, dirigé par Benjamin. Selon Blanco Ornelas, si les lieutenants du cartel de Guadalajara avaient respecté scrupuleusement cette répartition, l'organisation serait devenue la plus puissante du pays. Si les instructions de l'ancien chef de Sinaloa avaient été suivies, le cartel le plus puissant du monde existerait aujourd'hui. Mais l'absence d'un leader et la présence de plusieurs chefs se sentant supérieurs les uns aux autres ont conduit à la désorganisation et à la discorde. De l'autre côté, dans la prison, Miguel présente une version différente des événements. Dans sa lettre rédigée des années plus tard, il nie avoir distribué les plazas et désigne Calderoni comme le véritable responsable de la réunion d'Acapulco. Selon lui, la présence du superflic visait principalement à maintenir la stabilité dans les régions frontalières et à éviter une explosion de violence qui aurait pu attirer l'attention des autorités américaines. Le pacte d'Acapulco, s'il a existé, n'a finalement été qu'une courte trêve avant que l'ambition, la méfiance et la soif de pouvoir ne reprennent le dessus, plongeant le Mexique dans une spirale de violence qui continue jusqu'à aujourd'hui. Premièrement, Miguel avait sous-estimé l'évolution de ses anciens subordonnés.
Ces hommes qui travaillaient pour Miguel 10 ans plus tôt voulaient maintenant être leurs propres patrons. Des figures comme les frères Arellano Félix à Tijuana ou El Chapo et Héctor aspiraient à davantage d'autonomie, de richesse et d'influence. Chacun a progressivement bâti sa propre organisation, capable de rivaliser avec les autres. Dans le monde souterrain, l'évolution est exponentielle. El Chapo a atteint un tel niveau de sophistication qu'il a développé un réseau élaboré de tunnels souterrains transfrontaliers. Avant qu'il devienne El Chapo, il était connu dans le milieu sous le nom d'El Rapido, le rapide. Expliquons cela plus en détail. En mai 1990, à Douglas, en Arizona, une ville frontalière du côté des États-Unis, les agents des douanes américaines reçoivent un renseignement concernant un entrepôt suspect. Ils mettent en place une opération de surveillance et observent un camion qui vient d'y être chargé. Ils le suivent pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'il arrive dans un autre entrepôt. Après avoir fouillé ce second entrepôt, les agents découvrent près d'1 tonne de poudre blanche. Suite à cette saisie et à l'arrestation de plusieurs suspects, l'enquête les ramène vers le premier entrepôt de Douglas, sous lequel ils découvrent un tunnel sophistiqué de 80 mètres reliant à une luxueuse résidence située de l'autre côté de la frontière, à Agua Prieta, au Mexique. Les agents américains, accompagnés des autorités mexicaines, perquisitionnent cette maison luxueuse. Dans une pièce aménagée en salle de jeu, un agent remarque que le béton sous la table de billard présente une coloration différente du reste du sol, éveillant ses soupçons quant à une possible entrée du tunnel. Malgré leur tentative avec un marteau-piqueur, ils ne parviennent pas à briser le sol. C'est seulement lorsqu'un agent à l'extérieur découvre une valve hydraulique et l'actionne que le sol sous la table de billard se soulève, révélant un système sophistiqué comparable à un élévateur de garage automobile. Les témoins décrivent ce passage secret comme digne d'un film de James Bond. Selon les estimations des autorités, la construction de ce tunnel aurait coûté plus de 1,5 million de dollars, un investissement finalement modeste au regard des dizaines de tonnes de coke qu'il aurait traversé. Il est remarquable que les agents des douanes américaines n'aient pas découvert le tunnel plus tôt, compte tenu de la proximité entre le bâtiment servant de point de déchargement des stupes et le bureau de douane, situé à seulement quelques rues l'un de l'autre. Cette proximité soulève des questions sur une possible corruption américaine qui aurait permis à cette opération de fonctionner aussi longtemps. Selon les informations disponibles, les autorités américaines suspectaient l'existence d'un tunnel en Arizona depuis plusieurs mois. Un informateur avait alerté les douaniers que les narcos avaient littéralement déplacé leur opération sous terre. Une fois l'entrepôt découvert à Douglas, du côté mexicain, les occupants de la maison luxueuse se sont volatilisés juste avant l'arrivée des forces de l'ordre. Quelqu'un, au sein même des autorités, les avait manifestement avertis. Vous vous rappelez d'El Gordo, lieutenant important d'El Chapo, qui, à l'époque, a failli se faire virer parce qu'il a failli écraser l'avion quelques années plus tôt? Selon ces témoignages ultérieurs aux autorités américaines, ce passage souterrain d'Agua Prieta représentait bien plus qu'une simple route. C'était une artère vitale par laquelle transitaient d'innombrables chargements de marchandises colombiennes destinées au marché américain. El Gordo explique qu'il était au QG d'El Chapo, à Mexico, quand celui-ci a dit que Calderón y venait de le prévenir. Les Américains avaient découvert le tunnel et préparaient une opération avec la police mexicaine. Bien que la marchandise en Arizona ait été perdue, El Chapo et son équipe se précipitent dans la région pour récupérer une cargaison de 7 tonnes de coke, entreposée dans la maison luxueuse. Ils ont prévu de la faire passer par ce même tunnel et réussissent à la récupérer avant l'intervention des autorités. Ce tunnel n'était qu'une partie du vaste réseau souterrain créé par El Chapo. Sa capacité à acheminer rapidement les stupes vers les États-Unis lui a valu la confiance des fournisseurs colombiens et le surnom d'El Rapido, renforçant ainsi son avantage sur ses concurrents. Revenons à la supposée rencontre à Acapulco. Cette division territoriale sous forme de plaza, bien que conçue pour maintenir la paix, contenait déjà en elle les germes des conflits futurs. Pendant des années, certains membres influents de l'organisation de Guadalajara avaient développé leur propre réseau de distribution et infrastructure. Du jour au lendemain,
On leur annonçait qu'ils ne pouvaient plus les utiliser librement ou qu'ils devraient désormais payer une taxe pour continuer leurs opérations. La frustration grandissait particulièrement autour de Tijuana. Cette ville frontalière représentait un joyau stratégique par lequel transitait la majeure partie de la poudre blanche destinée au marché californien en pleine expansion. En attribuant ce territoire à la famille de Benjamin, cette dernière se retrouvait avec une véritable mine d'or entre les mains. Cette attribution crée immédiatement des tensions avec les autres factions. El Chapo, relégué à la petite ville de Tecate, ne peut que constater l'inégalité flagrante de cette répartition. Face à l'imposante métropole de Tijuana, Tecate faisait figure de simple village. La situation s'aggrave lorsque Benjamin et sa famille commencent à se comporter en véritables seigneurs de Tijuana, établissant progressivement leur propre organisation indépendante qui deviendra connue sous le nom de cartel de Tijuana. Au-delà des considérations territoriales, El Chapo nourrissait une rancœur personnelle contre cette famille qui avait exécuté un de ses amis proches peu de temps auparavant. Pour lui, cet homme était comme un frère, et même s'il avait accepté une trêve temporaire, il attendait patiemment le moment propice pour assouvir sa vengeance. Héctor Palma portait lui aussi les cicatrices d'une tragédie familiale qu'il associait entre autres aux gars de Tijuana. L'injustice évidente alimentait leur ressentiment envers Miguel, qui privilégiait clairement les frères de Tijuana, leur permettant d'opérer sans craindre aucune conséquence. Tant que Miguel restait libre, il parvenait à maintenir un semblant d'ordre dans cette fragile hiérarchie. Mais une fois emprisonné, le dernier rempart contre le chaos venait de tomber. El Chapo et son associé Héctor établissent leur base de repli dans la zone de Sinaloa, où El Azul les rejoindra plus tard. De son côté, Amado s'allie avec Rafael pour consolider les opérations dans le corridor de Juárez. Avec sa flotte d'avions et ses contacts internationaux, Amado se positionnait habilement pour reprendre les opérations les plus lucratives abandonnées par Miguel. Mais face à la puissance grandissante des frères Arellano Félix à Tijuana, le groupe d'El Chapo avait besoin d'un allié de poids. C'est ici qu'entre en scène l'homme qui planait dans l'ombre depuis le début, celui considéré comme le véritable leader du cartel de Sinaloa. Un homme qui, pendant les 35 années suivantes, ne mettra jamais un pied en prison. Certains le considèrent comme le véritable stratège derrière El Chapo, préférant laisser ce dernier occuper le devant de la scène. Tel un fantôme, ses déplacements discrets rendent impossible de distinguer le mythe de la réalité. Il s'agit d'Ismael Zambada Garcia, connu sous le nom d'El Mayo, pour qui Sinaloa constitue l'indiscutable quartier général. Malgré une forte amitié avec Benjamin de Tijuana, El Mayo subira également l'arrogance de ce chef qui se croit tout permis et qui lui imposera l'interdiction de passer par Tijuana. Une leçon devra être donnée aux frères de Tijuana. Ensemble, ces 4 hommes, El Chapo, Héctor Palma, El Azul et El Mayo, ont formé le noyau central de ce qui deviendrait plus tard le cartel de Sinaloa, qui, en 2025, selon les rapports de la DEA, malgré diverses tensions internes, est reconnu comme l'un des plus grands au monde, avec une présence dans quasi tout le Mexique. En ce qui concerne Amado, en bon terme avec tout le monde, il choisira de se rallier à l'offensive aux côtés de son ami El Mayo. Durant cette période, la collaboration entre les groupes était si étroite que la distinction entre les membres de Juárez et ceux de Sinaloa devenait floue. Amado lui-même était souvent considéré comme faisant partie intégrante de l'organisation de Sinaloa. Peu importe les étiquettes, la première véritable guerre pour le contrôle des territoires commence.